zen, j'ai cru comprendre, ça vient du sanskrit Dayan. Et le zen, c'était au départ, historiquement, j'essaie de, comment dirais-je, contextualiser un peu l'historique. J'ai cru comprendre que c'était destiné au peuple chinois. Vous êtes vous-même d'origine chinoise puisque votre grand-père était chinois, je crois. Et puis ça s'est développé très fort au Japon. Pourquoi ce démarrage au Japon plutôt qu'en Chine? Lorsque le bouddhisme est arrivé en Chine, vous savez que les Chinois ont un esprit beaucoup plus pragmatique que Oui, les Indiens, qui sont peut-être plus intellectuels, rationnels. Le Chinois cherche à avoir, euh, comment dire, un effet dans l'immédiat. Ce qui se passe dans les autres vies ne l'intéresse pas forcément au premier plan. Donc, il y a une notion de qu'est-ce que je fais avec cet enseignement du Bouddha maintenant, c'est-à-dire dans cette vie même, et comment est-ce que ça peut me permettre de libérer, d'éveiller mon propre esprit. Alors, effectivement, ça s'est beaucoup développé en Chine à partir du 5e siècle jusqu'au 12e, 13e, voire même encore un peu après. Et ça a eu tendance, disons, à diminuer dans l'expansion en Chine. En revanche, lorsque Maître Dogen au XIIIe siècle a ramené cet enseignement du Chan, donc du Zen Soto, au Japon, là, il a commencé à fleurir et il y a eu une grande expansion, disons, du Zen version Dogen, donc version japonaise. alors justement, je vais jouer au chinois pragmatique. Ma question, c'est la suivante, c'est comment le Zen Soto pourrait être un contrepoison au toujours plus vite de notre civilisation mondialisée. Alors, en commençant par s'asseoir, tout simplement, c'est-à-dire en s'immobilisant soi-même, et pas seulement au niveau du corps, bien sûr, comme vous savez, dans le zen, la pratique avec le corps est très importante, la posture même de méditation est très importante, mais c'est surtout intérieurement qu'il faut calmer, apaiser, disons, cette soif incessante, cette espèce d'avidité qui finit par nous ronger, par nous bouffer littéralement de l'intérieur. Donc c'est en commençant par s'asseoir qu'on peut commencer à la fois à se calmer au niveau physique, donc de nos actions du corps, mais peut-être surtout au niveau mental, au niveau émotionnel, en arrêtant de courir après toujours plus de désirs, d'émotions, de satisfaction, etc. D'accord. On est dans donc une méditation assise. Est-ce que la présence d'un maître est nécessaire et est-ce que l'on travaille seul ou plutôt en groupe? Alors, la spécificité du zen, c'est cette transmission de maître à disciple, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cœur à cœur, Ishin Denshin en japonais. De cœur, ça veut dire d'esprit à esprit, c'est-à-dire que ça passe par autre chose que les mots, par des explications ou par des livres ou des textes. D'accord. La relation maître-disciple est au cœur de la pratique du zen et cette pratique se fait au sein d'une sangha, c'est-à-dire d'un groupe de pratiquants. Les pratiques solitaires dans le zen sont très peu nombreuses. En Les groupes, général, on pratique avec les autres moines, les autres nonnes ou les autres laïcs. Il n'y a pas de chiffres. Maître Dogen dit par exemple qu'une sangha, ça commence avec 3 ou 4 moines sincères, ou nonnes, hein, bien sûr, sincères, qui pratiquent la voie du Bouddha ensemble. Il y a eu une tendance dans les années 70, effectivement, de laïciser, disons, les méditations bouddhistes, ce qui a eu comme effet bénéfique de les faire rentrer
au sein de la société, où les pratiques dites religieuses sont toujours vues avec un peu de méfiance, voire même de suspicion. Donc, ça a eu ce mérite de pouvoir faire rentrer ces pratiques de méditation au sein des hôpitaux notamment, ou au sein du milieu scientifique, qui a commencé à étudier effectivement la condition de la conscience et les effets surtout de pratiques de méditation sur ce qu'on pourrait appeler le bien-être, voire même d'envisager de les considérer comme des voies thérapeutiques pour certaines pathologies. Ce qui fonctionne évidemment très bien. Maintenant, c'est vrai que cette laïcisation des méditations, des pratiques de méditation bouddhistes, ont comme effet de limiter les méditations à des effets pratiques ou des effets presque matérialistes. Voilà. D'accord. On perd toute la dimension spirituelle, ou une bonne partie en tout cas de la dimension spirituelle. Okay. C'est un peu Alors, question. Les lecteurs, les téléspectateurs de iram.be, ce sont des francs-maçons. 50% travaillent dans le domaine de la spiritualité, 50% travaillent dans le domaine de la matérialité. Alors, la question qui pourrait répondre aux uns ou aux autres, c'est l'objectif du Zen Soto, c'est l'éveil dans cette vie ou l'éveil dans une vie ultérieure? C'est mieux que ça. Le Zen Soto, c'est s'éveiller maintenant. Vous voyez, c'est même pas la peine d'attendre la fin de sa vie ou demain ou plus tard. S'il n'y a pas cette… alors, maintenant, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle d'éveil, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer à un moment donné dans ce livre. Mais c'est extrêmement simple, c'est extrêmement concret. On considère, on idéalise ces réalisations, ces éveils comme des choses inatteignables ou comme des choses qui ne sont pas faites pour nous. En réalité, elles sont faites pour nous. Elles ne peuvent être faites que pour nous, telles que nous sommes maintenant. Donc, s'il y a un éveil à atteindre, ou à attendre d'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut le réaliser. Ce n'est pas demain ni l'année prochaine. D'accord. Alors, la quatrième de couverture de votre ouvrage parle de 9 formes de conscience du bouddhisme. Sans se battre sur les chiffres, l'interrogation qu'on pourrait avoir, c'est quelles sont les différentes formes de conscience dont parle le bouddhisme? Alors, ce sont des chiffres, effectivement, selon les écoles, ça peut varier d'une ou deux. Mais toujours est-il que pour être simple, il y a les 6 consciences reliées aux 6 organes d'essence, c'est-à-dire que dans le bouddhisme, et c'est très important, le mental est considéré comme un organe d'essence, au même titre que les oreilles ou que les yeux. C'est simplement fait pour saisir les objets mentaux, de la même façon que l'oreille saisit un son. Il y a la 7e conscience qui est cette mana, ce qu'on appelle mana, la conscience, on va dire avec un mot un peu fourre-tout, intellectuelle, qui nous permet de penser, de réfléchir, de nous projeter dans le passé, dans l'avenir, bref, de concevoir les choses. C'est évidemment cette conscience-là qui est à la fois l'outil très précieux de l'être humain, mais en même temps dans laquelle se perd l'être humain. Et c'est ça qui est le piège un petit peu, c'est cette 7e conscience où l'être humain croit qu'il existe en tant que tel, qu'il existe avec un soi bien défini et bien stable. Et la 8e conscience, qui est la conscience alaya, qui est ce qui correspond, si on veut, des correspondances avec notre culture occidentale, au subconscient, à l'inconscient, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste encore que subconscient, inconscient. On pourrait presque dire c'est aussi vaste que l'ADN ou que la culture universelle. Voilà. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, on parle de la situation Ichiryo. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est cette situation. Est-ce que
c'est la situation que la science explique, la science occidentale explique comme un état modifié de conscience. Ishi-Ryo, on peut dire c'est l'énergie qui circule, qui englobe toutes les consciences dont je viens de parler. C'est-à-dire qui est un peu la dynamique entre toutes ces consciences. Alors, on va parler de deux concepts qui m'ont un peu surpris. Dans votre ouvrage, vous reliez impermanence et maintenant. Et je me demandais si ces deux concepts ne sont pas d'une certaine manière un peu antinomiques entre eux. La seule chose qui n'est pas impermanente, on pourrait dire, c'est le maintenant. On s'aperçoit que ce maintenant n'a pas de durée. Le maintenant n'a pas de longueur. C'est nous, avec notre conscience personnelle, qui fixons des débuts et des fins au temps. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout entre le fait que tout bouge tout le temps et le fait que le maintenant soit unique et ne reviendra plus jamais tel qu'il est maintenant. Le titre de l'ouvrage, c'est une interrogation, c'est encore loin l'éveil. Et la question qu'on se posait, c'est y a-t-il des états qui… Alors, l'éveil, ça ne se quantifie pas, mais est-ce qu'il y a des états qui nous permettraient, lorsqu'on est dans le Zen Soto, d'évaluer cet éveil, la joie, la bienveillance, d'autres états? La joie, la bienveillance, ce sont les fruits naturels de l'éveil. Vous voyez, c'est vraiment comme l'éveil, c'est une forme de graine, c'est une forme de choses qui ne demandent qu'à s'épanouir. Et ça s'épanouit à travers ce qu'on appelle la compassion, la bienveillance, la joie, à travers la patience, la générosité, toutes ces qualités, toutes ces vertus bouddhistes qui sont les effets naturels de cet éveil. Votre ouvrage dit qu'il y a à peu près 1 million de bouddhistes en France, dont 300 000 Français. 1 million, c'est par rapport aux francs-maçons, c'est 5 fois plus. Et je me posais la question, est-ce qu'un franc-maçon peut aussi rechercher l'éveil dans le bouddhisme zen? Vous savez, pour pratiquer le zen, c'est une façon d'entrer dans le bouddhisme, ce qu'on appelle le bouddhisme, l'enseignement du Bouddha, mais vraiment à partir de l'intérieur, à partir de l'expérience. C'est pour ça que le sous-titre de ce livre, c'est une expérience du bouddhisme zen. C'est ce que je fais depuis 45 ans. Et il n'y a qu'à partir de cette expérience qu'on peut à un moment donné se sentir vraiment proche de ce qu'a enseigné le Bouddha. Non pas parce qu'on l'apprend dans des livres ou parce que ça devient des concepts philosophiques, mais parce que on le vit à partir de l'intérieur de son existence. Voilà. Donc le bouddhisme, c'est avant tout, je pense, une expérience. Très bien. Eh bien, Olivier Regen, c'est votre nom de baptême de moine, zen. Oui. Moine. De moine, oui. Olivier, merci pour votre témoignage. Merci pour votre ouvrage qui nous ouvre des horizons sur d'autres voies qui peuvent être, comme vous l'avez confirmé, complémentaires aux voies des francs-maçons.